Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Emmanuel Cerisier, illustrateur, dessinateur de bande dessinée, pour nous parler de son actualité qui est riche et variée. Bonjour Emmanuel Cerisier. Bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui, hier nous avons parlé, nous avons commencé la semaine par Élisabeth de France. C'est ça. Donc aujourd'hui, on aborde un tout autre sujet puisque le titre de la bande dessinée, c'est Reine, édité chez Petit à Petit. Donc là, un ouvrage collectif. Voilà, ça change un peu. La BD Reine, donc c'est le tome 1, c'est un collectif, c'est-à-dire que là, nous étions 9 dessinateurs, il y a 9 chapitres, donc voilà, un dessinateur, un chapitre. Le scénariste, lui, il n'y a qu'un scénariste, c'est Thierry Gigourel. Et donc, moi, on m'avait confié le dernier chapitre, le chapitre 9. Donc, en gros, chaque dessinateur réalise 4 ou 5 planches en ce qui me concerne, met la couleur ou pas. Alors là, moi, j'avais fait dessin et couleur. Et j'ai vu que dans les chapitres précédents, il peut y avoir un dessinateur et un coloriste. Voilà. Donc là, on est sur la BD, mais on est plus sur ce qu'on appelle maintenant, on en voit beaucoup, le docu-BD. Voilà, la BD documentaire, donc sur l'histoire de Rennes. On commence là avec le tome 1, donc le temps des Romains, oui, au temps des Gaulois. Des Gaulois, voilà, c'est ça. Avec les premiers habitants à Rennes. Et donc, on termine ce tome 1 par le chapitre consacré à Rennes juste avant la Révolution française, de 1789. Ouais. Voilà, donc ça s'arrête à 1789. Voilà. Donc il est construit. Il y a un personnage d'outre-tombe, je dirais, qui s'appelle Louise de Tonquédec. C'est ça. Donc l'aïeul de Guillaume de Tonquédec. Pour ceux qui connaissent l'acteur. Voilà. Et cette femme revient d'outre-tombe et elle rencontre 2 étudiants de l'époque actuelle, à qui elle va faire traverser les siècles. Voilà, c'est Nora et Flamme, si je me souviens bien, les 2 étudiants. Et Flamme, oui. Flamme, c'est ça. Avec un petit cochon aussi à leur côté. Oui, qui finissent par rencontrer à l'époque des Gaulois. Voilà. Et effectivement, on les retrouve, c'est le fil rouge, c'est... Dans chaque chapitre du docu-BD, ils apparaissent. Donc, ce qui donne la petite touche romanesque, puisque c'est vrai que c'est une bande dessinée qui est très documentée, avec une introduction de chaque chapitre historique, et en fin de chapitre, des éléments, de la documentation. Des pages documentaires supplémentaires. De l'iconographie. Non, c'est très bien. Elle est très bien faite, objectivement. On commence effectivement par une petite page d'introduction. On a une présentation rapide, un petit résumé, une présentation des personnages et un petit résumé. On sait un peu ce qui va se passer. Et à la fin de chaque chapitre, on rentre un peu plus dans les détails pour les plus curieux. Donc, en plus, moi, je trouve que la mise en page, le choix de la typographie, c'est très soigné, c'est assez aéré, très bien fait. Les couleurs, l'impression, imprimerie de la bande dessinée aussi sont très bien. Donc, non, c'est un bel album qui présente bien, avec un autre dessinateur qui a réalisé la couverture. Donc, c'est Andrea Molina, je crois, un Italien qui a fait une couverture très chouette, très soignée. On voit le Parlement de Bretagne notamment. Et donc, à chaque fois, alors ce qui est surprenant ou pas d'ailleurs, ça dépend de l'œil exercé. C'est vrai que quand on passe de chapitre en chapitre, comme on change de dessinateur, le fameux fil rouge des 2 étudiants et de Louise de Tonquédec n'ont pas forcément toujours le même visage, du coup. Ouais, c'est assez difficile. Alors moi, j'ai été aussi
dans l'obligation de faire cet exercice. Donc, ces 3 protagonistes apparaissent dans mon chapitre. Et donc, on doit reprendre, effectivement. Alors, c'est pas moi qui ai créé ces personnages, qui les ai dessinés en premier. Donc, on reprend le dessin des étudiants et de Winston Quédec, là. Et c'est pas facile, effectivement, Alors, on les reconnaît quand même, le plus possible. En plus, les étudiants ont un accoutrement contemporain, quoi. Ils sont habillés à notre époque. Le garçon est habillé avec un t-shirt rouge et blanc. Donc, comme ça, on arrive à bien... Un peu maillot de rugby. Voilà, on arrive à bien le reconnaître, heureusement. Mais c'est un exercice un petit peu difficile. Bon, c'est pas non plus la mer à boire, parce que, bon, ils apparaissent dans 2-3 cases, c'est tout. Mais bon, c'était un peu, voilà, le cahier des charges. Il était là, quoi, notamment. Et puis c'est ce qui ratouche, c'est ce qui permet de rajouter cette touche de romanesque, quelque part, puisque ça reste une bande dessinée, et que c'est pas un documentaire. Non, c'est assez original, ce principe-là. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et d'avoir comme ça un illustrateur ou un dessinateur qui change à chaque chapitre, ça permet aussi de donner une idée de toute la palette possible, je dirais, du dessin. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a un chapitre, le chapitre de la révolte du papier timbré. Là, on est sur une technique qui est complètement différente. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est le principe de cette collection. À chaque chapitre, un dessinateur différent. Alors, moi, je comprends qu'on puisse ne pas y adhérer, mais il y a une variété. Je trouve que ça dynamise un peu l'album. Je trouve ça intéressant. On découvre des graphismes différents. Alors, on adhère ou on n'y adhère pas. Mais non, chacun y trouve un style. Donc, moi, c'est un principe qui convient bien. Bon, en plus, je suppose que l'éditeur garde ce principe-là, ça permet de travailler plus vite. Donc, 9 dessinateurs qui travaillent de front comme ça, c'est plus rapide qu'un seul. C'est quand même un album, je ne sais pas combien il y a de planches, mais quand même qui est assez conséquent. Donc, chacun y trouve un petit peu un avantage. Oui. Et ça permet de faire travailler pas mal de dessinateurs en plus. Donc moi j'ai découvert des dessinateurs, des techniques différentes. Alors c'est vrai que dans cet album, il y en a que j'apprécie plus que d'autres, mais le principe est bon. Alors j'ai trouvé, au-delà, donc c'est un album donc, d'histoire, mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir peut-être ou de lire dans les différents livres d'histoire sur la Bretagne, j'ai eu l'impression que le scénariste avait à cœur de mettre en lumière des événements sur lesquels on ne s'étale pas forcément en règle générale. Et alors, notamment, j'ai quand même appris un scoop, faut que je le donne aux auditeurs. Allons-y. Parce que donc, il y a tout un chapitre sur l'incendie de 1720, qui est toujours cité dans les livres d'histoire, mais là, il en a été fait un chapitre. Oui, c'est très détaillé, là. Très détaillé, on a le nombre de maisons détruites. On apprend plein de choses. Alors... 950 maisons détruites. Oui, c'est ça, 945, 950. Voilà, et une dizaine de morts. Ouais. Alors, à moins qu'ils ont truqué les chiffres. Oui, ça paraît peu. Mais ça paraît peu. Oui, un incendie qui a duré une semaine. Un incendie, voilà, qui a duré une semaine, qui a été assez mal géré, apparemment, par le gouverneur. Ouais. Et je le dis aux auditeurs, alors, achetez la bande dessinée, parce qu'on apprend vraiment plein de choses sur Rennes, notamment. Tout à fait. Ouais. Mais alors, le gouverneur de l'époque, qui était là depuis 1716, après qui a été peut-être muté, comme on dirait aujourd'hui, c'est Pierre de Montesquieu. Alors jusque-là, effectivement, c'est un illustre inconnu. Sauf que ce Pierre de Montesquieu était comte d'Artagnan, maréchal d'Artagnan et mousquetaire du roi. Et voilà. Quand même, à Rennes. Le d'Artagnan. Le fameux... The D'Artagnan. Bon, il n'a pas été forcément très bon dans la gestion de l'incendie, parce que là, on laisse quand même planer le doute en disant que s'il avait été un peu plus réactif, s'il avait accepté l'idée de détruire des maisons
pour éviter la pour propagation. éviter la propagation. Peut-être qu'il y aurait eu moins de maisons certainement. détruites. Bon, là, quand ça a commencé à chauffer pour la cathédrale et le Parlement, il s'est quand même décidé au bout d'une semaine à sacrifier des maisons. C'est ça. Voilà. Mais c'était trop tard, trop de dégâts avant quand même. Il y avait quand même eu beaucoup de dégâts. Et donc, voilà, je trouve que dans cette bande dessinée, il y a eu alors un chapitre, bien évidemment, sur Anne de Bretagne. Bien sûr. L'incontournable, Voilà, effectivement. Mais où il est précisé qu'avant d'épouser le roi de France, elle était quand même mariée à un premier amour, où là, elle était amoureuse en plus, Maximilien d'Autriche. C'est ça, Bon, mariée par procuration. Ouais. Mais bon, avec un petit détail, là, faudra aller regarder dans la... même elle le dit, les mœurs de l'époque quand même sont assez étonnantes, puisqu'il avait un émissaire, et l'émissaire a dû symboliquement marquer le mariage, et bon, ben voilà, faut aller lire la bande dessinée. Il y a plein de petites choses intéressantes. Et j'ai vraiment trouvé que cette bande dessinée, voilà, mettait en lumière des faits, des personnages on découvre plein de choses. On ne s'attarde pas forcément c'est toujours. Ça. Moi, on m'avait confié, donc je disais ça tout à l'heure, la période, les prémices de la Révolution, quoi, juste avant, 1788, effectivement. Alors moi, je ne connaissais pas forcément très bien en détail, quoi. Donc, et là, j'ai découvert quand même l'importance du rôle du Parlement, par exemple, à l'époque, qui défendait les Bretons quand même. Et qui était très rebelle. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, qui était très rebelle, qui a eu fort à faire déjà avec les précédents rois et avec Louis XVI aussi. Et donc, qui s'est opposé. Il va y avoir encore une histoire de trop d'impôts, de taxes, c'est toujours comme ça. Et donc, il s'est opposé donc, aux directives de Louis XVI, qui a fait intervenir le gouverneur, là, Monsieur de Thiard. Donc, ces personnages, moi, je ne le connaissais pas. Et donc, le rôle du Parlement, à ce point, donc, effectivement... rebelle en défense donc des droits des Rennais, des Bretons. C'était très intéressant à découvrir dans cette partie-là, effectivement. Et j'ai trouvé, ça doit être un parti pris du scénariste qui doit être très attaché à l'identité bretonne, parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, cette idée de l'indépendance quand même, même après le rattachement. Il défend une idée de la Bretagne quand même très indépendante. Oui, déjà, effectivement. On le sent à travers on le sent à travers le scénario. C'est vrai. Le scénariste doit être très attaché à l'identité bretonne. Oui, là, il parle d'un personnage là en 1788, effectivement, qui essaie de défendre les intérêts du Parlement et qui évoque, de retour d'un voyage en Amérique, effectivement, une Bretagne qui pourrait être à peu près à l'image des États fédérés des États-Unis. Donc il y a toujours effectivement ces petites allusions à une indépendance. Voilà, donc c'est intéressant. On est différents. On est breton, on n'est pas forcément français. Quoi. C'est déjà assez rebelle, effectivement. Bon, alors, depuis alors, il explique, c'est vrai que c'est pareil, il y a toute une histoire alors, au Parlement, le fait qu'il soit itinérant avant de s'installer à Rennes. Il était à Vannes, à Nantes. Il a été exilé à Vannes après la fameuse révolte du papier timbré et des bonnets rouges. Des bonnets rouges, c'est vrai que, mais on ne parle pas de ceux du 21e siècle. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais c'était quand même en référence à oui, c'est vrai. Et voilà, il doit y avoir un parti pris quand même. Je pense. À travers nos échanges de mails avec le scénariste, j'ai ressenti ça aussi un peu. Donc, je pense qu'il y a une volonté, mais en tout cas, très, très, très documentée, cette BD. Donc, ce que vous disiez, on apprend plein de choses. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, le scénariste, c'est une pointure. Là, pour ça, effectivement, il a fait un très beau travail. Et puis, d'une histoire un peu différente, quoi. Oui, c'est ça. Une histoire un peu différente. Oui, il prend un peu de côté, comme ça, effectivement. Et alors, il a fait un chapitre sur Jean V, qui, pour lui, a régné, en tant que duc de Bretagne, à une époque, l'âge d'or de la Bretagne.
Il a fait un chapitre aussi sur Melaine, qui considère comme l'évêque le plus connu. Le plus connu. Donc, voilà, il a mis en lumière, je trouve, ou des événements, ou des personnes, ou des personnages, c'est ça. des personnalités bretonnes, voilà, sur lesquelles souvent, qui font quelques lignes dans oui, ça, on a un livre d'histoire, quoi. Et là, sous forme de bande dessinée, c'est vraiment très, très agréable. Ouais, ouais. Avec ces planches de documentaire, puisque c'est de la docu-BD. Docu-BD, voilà. Ouais, c'est le mélange des deux, ouais, c'est ça. Et elle est vraiment passionnante. Ouais. Enfin, j'ai trouvé... Ouais, moi j'ai hâte de voir la suite, comment il va traiter la suite, est-ce que ça va être de la même façon, avec ces personnages effectivement qui fait ressortir un peu plus. Donc non, c'est un très bel album. Et alors, je pense que c'est pas un hasard, c'est vrai que c'est Louise de Tonquédec, là, personnage qui revient d'outre-tombe. Ouais. Pareil, il explique que quand même cette femme, quand il y a eu les fouilles au couvent des Jacobins, il a été retrouvé une momie. C'est ça. Et en fait, il s'avère que cette momie, c'était Louise de Tonquédec, qui avait été au couvent à Rennes. Quoi. Ouais, c'est ça. Et identifiée. Et alors, par contre, c'est... il s'en est servi pour son scénario, c'était une bonne idée. Oui, parce que du coup, elle est en lien avec Rennes, parce qu'elle a quand même été à Rennes, mais ses restes ont été avec... la famille a demandé à ce que ces restes soient enterrés désormais à côté de Lannion. Je ne sais pas, d'accord. Et tout ça, c'est expliqué dans la bande dessinée. Je trouve qu'elle est vraiment complète, quoi. À part les 2 étudiants qui tombe de nulle part. Donc il parle breton. Oui, c'est vrai, on voit, il parle breton. C'est un petit côté, il se rattache un peu à notre époque, c'est un petit côté, je ne sais pas si c'est moderne qu'il faut dire, mais en tout cas original. Je dis, pourquoi pas. Moi aussi, j'étais surpris quand j'ai découvert le scénario. Je dis, il va falloir, c'était un peu une petite complication pour le dessinateur, c'est faire apparaître ces personnages de 2019-2020 dans des cases où on a des gens habillés façon du XVIIIe siècle, en tout cas pour ma partie. Donc, mais bon, finalement, ils n'en abusent pas non plus, ils ne sont pas trop intrusifs, et donc ça passe. C'est un parti pris, moi, que je trouve finalement assez original. Ouais. Oui, parce qu'en fait, parfois, ils peuvent être là, non pas sous forme de dessin, mais de petites cartouches qui racontent. Quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, donc, finalement, vous n'êtes pas obligé de les dessiner à chaque double page. Quoi. Ah non, moi, ils apparaissent sur 4-5 cases, puis la plupart du temps, ils sont à l'arrière-plan. Il y a une confrontation à un moment avec un des bourgeois de Rennes, là, mais ça reste très bref et ça passe, quoi. C'est une question de dosage, là, sans doute. Oui, en fait, il y a une cohérence, oui. Du coup, ça ne gâte en rien non, c'est bien. L'histoire et la manière dont la bande dessinée est construite, en fait. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, très bel ouvrage collectif. Voilà. On attend le deuxième avec impatience parce que... oui, moi aussi. Moi, j'espère être... du voyage. Du voyage, voilà. Il n'y a rien de sûr, mais pourquoi pas. Parce que là, en fait, sur cet album-là, je ne devais pas y être, en fait. J'ai eu un peu de chance. C'est-à-dire qu'il y avait un autre dessinateur pour ce chapitre qui avait commencé le travail. Il avait fait le storyboard. Et l'éditeur avec qui j'avais déjà fait des choses avant, il me connaissait. J'avais travaillé sur le docu-BD sur la ville de Caen, notamment, à 2 reprises. Puis sur l'album sur Joseph Fourier. Et ils m'ont dit, au pied levé, est-ce que tu peux remplacer... je ne sais pas qui, en fait. J'ai pas le nom, je ne me souviens pas. Et donc, le storyboard est déjà fait. Donc le travail est déjà commencé, très bien. Donc j'ai appris une grande partie du storyboard, pas tout, parce qu'après j'ai mis ma patte quand même. Et donc ils m'ont fait confiance et voilà, ça s'est bien passé. J'ai réussi à rendre ça dans les délais, parce que là c'était un peu court. Donc c'est pour ça, pour le deuxième, j'espère qu'ils me font signe. Oui, et puis j'ai hâte de savoir quels épisodes il va garder et comment il va les traiter. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, j'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il va encore y avoir les 2 étudiants ou autre chose Quels personnages vont être mis à l'honneur. Ouais.
On verra. Et quel épisode il va mettre en avant, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, je rappelle le titre, donc c'est Reine, des Redonès à Anne de Bretagne. En fait, c'est oui, c'est au-delà. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu étrange. 1789. Ils ont mis l'accent sur Anne de Bretagne. Sur la couverture, on la voit, puis ils l'ont mis dans le sous-titre. Avec le Gouenadu, bien évidemment. Forcément. Mais on va au-delà, on va jusqu'en 1789. Enfin, juste avant la Révolution. Quoi. Juste avant la Révolution. Donc, c'est aux éditions Petit à Petit. Voilà. Donc, voilà pour cet ouvrage collectif. On se retrouve demain pour changer d'univers. D'accord. Et puis, on laisse place à un petit peu de lecture. À bientôt. Demain. Au revoir. Rennes, ouvrage collectif avec Emmanuel Cerisier. La guerre franco-bretonne s'achève en 1491 après un siège de Rennes qui dure de juillet à mi-novembre. La jeune duchesse se résigne en effet à épouser le roi Charles VIII de France, mariage qui met fin à l'indépendance de la Bretagne. Lorsque la duchesse Anne vient s'enfermer derrière les remparts de Rennes, elle a à peine 12 ans. Elle en a 12 révolus lors de la cérémonie de couronnement dans la ville où ses ancêtres ont reçu l'investiture ducale. Elle est entourée de ses proches, à commencer par Philippe de Montauban, le chancelier de Bretagne, de conseillers politiques et de diplomates, dont Wolfgang von Paulheim, dit le beau Paulheim. Émissaire de celui qu'elle désire, Maximilien d'Autriche. Les différents souverains sont intéressés par le duché de Bretagne qui pourrait agrandir leurs terres, et donc par un mariage avec Anne de Bretagne. Le père d'Anne utilise sa fille comme un outil politique. Le gouvernement breton, assiégé, écrit Philippe Toureau, a fort heureusement des soldats en grand nombre pour l'aider. Plus de 12 000. Ce sont des gens de métier qui savent soutenir un siège, tenter une sortie pour chasser et vaincre l'ennemi. Mais les troupes d'Anne sont hétéroclites et parfois indisciplinées. Les alliés providentiels sont allemands, anglais ou basques. Ils ne parlent pas la même langue. Henri VII propose à Anne, avant même le début du siège, de lui envoyer une forte escadre chargée de l'emmener aux Pays-Bas, d'où elle pourra rejoindre Maximilien. Anne refuse et décide de subir le sort des Rennais. Elle choisit la résistance à outrance. Alors qu'Anne de Bretagne est mariée par procuration avec Maximilien, Charles VIII décide d'entreprendre des négociations et d'assiéger Rennes afin d'épouser Anne. Charles VIII est à ce moment-là lui-même fiancé à Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien. Mais le duché de Bretagne semble l'intéresser davantage. Le 6 décembre 1491, Anne de Bretagne est escortée par son armée jusqu'à Langeais pour les noces. L'important duché de Bretagne est ainsi rapproché de la France. Par ailleurs, le contrat de mariage comportait, d'après Guyard de Belleville, une clause assez singulière selon laquelle, si Anne devenait veuve, elle ne pourrait se remarier qu'avec le successeur du roi pour assurer solidement l'alliance du duché et de la couronne de France. Par le mariage de 1491, Anne de Bretagne est reine de France. Le 8 février 1492, Anne est sacrée et couronnée à Saint-Denis. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.